cette vidéo réalisée à votre intention par l'association ICH CNAM Alumni, l'association des élèves et des diplômés de l'Institut de droit et d'économie appliquée à l'immobilier. Alors je suis Martine Ilion, la présidente de l'association, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette rencontre avec un professionnel. Chacune de ces rencontres a pour objectif de présenter aux étudiants de l'ICH une des nombreuses professions de l'immobilier. Et pour cela, nous faisons appel à des professionnels expérimentés et reconnus dans leur domaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la profession d'expert immobilier et pour la présenter, nous avons le plaisir d'accueillir Albert Malaquin. Albert Malaquin est aujourd'hui le président de son propre cabinet d'expertise. Il est membre de la RIX, membre titulaire de l'Institut français d'expertise immobilière et membre de la Compagnie des experts de justice immobilière. Albert Malaquin exerce depuis plus de 20 ans et au cours de sa carrière, il a également été directeur général dans le groupe Altarea Cogedim ainsi que directeur de la Semaris, qui est la société foncière qui accueille le marché de Rungis. Et Albert Malaquin est également chargé d'enseignement à l'ICH. Albert Malaquin, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter votre profession d'expert immobilier. Alors, voici ma première question. Qu'est-ce que le métier d'expert en évaluation immobilière ? Le métier d'expert immobilier est un métier passionnant, qui est le trait d'union entre les métiers qui structurent les territoires, qu'ils soient urbains ou agricoles, et les métiers financiers dont la vocation est de concentrer les capitaux pour que les projets de développement ou de redéveloppement se fassent avec un espoir de création de valeur ou de rentabilité minimum. Le rôle de l'expert immobilier est d'émettre une opinion sur la valeur vénale ou sur la valeur locative d'un bien immobilier, voire d'un droit immobilier. Son champ d'intervention est donc très large. C'est pourquoi les experts immobiliers peuvent être amenés à se spécialiser. Pour certains, ce sont des experts spécialisés dans les actifs agricoles. Ils estiment des terres agricoles, des vignes, des forêts, ou des droits attachés à ce périmètre agricole, les baux amphithéotiques, les fermages, etc. Pour d'autres, les experts vont se spécialiser par classe d'actifs ou par typologie d'actifs. Pour les bureaux ou les centres commerciaux, les entrepôts logistiques, les locaux d'activité ou sur la partie résidentielle, le logement, les hôtels, les cliniques et de façon peut-être plus ponctuelle, les cinémas ou les théâtres. L'expert immobilier peut être missionné de deux façons distinctes, soit à l'amiable, par une personne physique ou une personne morale, soit dans l'univers judiciaire, dans le cadre d'une mission ordonnée par le juge. Dans ce cas précis, l'expert doit être inscrit sur une liste d'experts de justice près d'une cour d'appel. Le spectre de clientèle couvre un éventail très large, depuis l'investisseur institutionnel, à la tête d'un patrimoine qui se chiffre en milliards d'euros, jusqu'aux particuliers, détenteurs d'une quote-part indivise d'un appartement ou d'un terrain agricole pour quelques milliers d'euros. Ce ne sont pas les zéros qui créent l'intérêt de notre métier, mais notre capacité à évaluer un droit dans des situations complexes. Comme vous le pressentez, le quotidien de l'expert immobilier est équilibré entre un travail sur le terrain, je veux parler ici des visites de sites, échanges avec les services locaux d'urbanisme, prise de référence sur l'environnement du bien, et puis un travail au bureau qui consiste en une analyse juridico-financière et rédactionnelle pour expliquer le raisonnement qui l'amène à conclure sur la valeur vénale ou la valeur locative d'un immeuble. Au-delà de la mission d'expertise stricto sensu, l'expert échange fréquemment avec des métiers connexes et partenaires tels que les notaires, les avocats, les agents immobiliers, les géomètres, les gestionnaires immobiliers, les architectes, les asset managers ou encore les banquiers. Autant de professionnels auprès desquels il convient d'être à l'écoute, car ceux-ci sont des acteurs essentiels qui environnent les éléments de valorisation. Alors, à défaut d'être organisés de façon ordinale,
à quel texte l'expert immobilier se réfère. Ce métier est encadré par des associations professionnelles qui ont eu le mérite de se regrouper autour d'un texte unique appelé la Charte de l'expertise en évaluation immobilière. Cette charte que je vous montre, de référence, est régulièrement mise à jour en fonction des bonnes pratiques et de l'évolution des marchés et de la jurisprudence, bien sûr. Elle trouve son équivalent à l'échelle européenne avec le Blue Book, édité par Tegova, et se décline également à l'échelle anglo-saxonne avec le Red Book, produit par la Royal Institution of Chartered Surveyors, que l'on raccourcit en dénommant par la RICS. Enfin, et pour conclure, ce métier passionnant, comme vous l'avez compris, fait appel à un spectre de compétences très large pour des jeunes professionnels qui veulent démarrer en immobilier et appréhender le terrain, et offre une satisfaction avec l'expérience avançant pour déterminer avec sagesse la juste valeur des choses lorsque le contexte de notre intervention s'avère complexe. Merci beaucoup Albert Malaquin pour votre réponse très complète. Et j'aimerais aussi vous demander comment, d'après vous, le métier d'expert immobilier répond aux nouveaux défis qui nous font face, qu'ils soient d'ordre économique, numérique ou même déontologique. Le rôle de l'expert immobilier est d'abord un rôle d'observateur. Il forge ses convictions sur la base d'éléments tangibles mis à sa disposition. En conséquence, à la question que vous me posez sur le fait que l'expert immobilier fonde-t-il son jugement sur les enjeux économiques du moment, la réponse est obligatoirement un grand oui. Mais derrière le vaste terme enjeu économique se cache évidemment une multitude de signaux forts ou faibles, ceux étant faibles pouvant devenir forts à court ou moyen terme. Le constat partagé est que notre façon historique de concevoir des espaces mono-usage est maintenant dépassée. Les codes du logement ou de l'hôtellerie diffusent assez largement dans la conception des immeubles de bureaux aujourd'hui. Et inversement, les espaces résidentiels sont de plus en plus équipés de technologies pour permettre à ses occupants de télétravailler. La crise du Covid-19 a permis de généraliser cette prise de conscience. De nouveaux métiers de service et des nouveaux opérateurs sont apparus, accompagnant nos nouveaux comportements de coworking ou de co-living. Ces nouveaux opérateurs influent sur, d'une part, les conditions locatives, les conditions de livraison des immeubles, le niveau de technologie embarqué dans ces immeubles, et enfin, le niveau de modularité des différents espaces. Ces usages complexes modifient vraisemblablement la répartition de la valeur. En point, un opérateur de coworking qui dispose de sa clientèle, de sa communauté de clientèle, ne génère-t-il pas une activité commerciale en sous-louant ces espaces? Quid par exemple d'une éventuelle valeur de fonds de commerce à terme? Par voie de conséquence, quid d'un éventuel impact sur la valeur vénale des murs de l'immeuble ainsi loué et exploité? Ce sont ces questions que l'expert immobilier, et non pas seulement l'expert, mais aussi des avocats, se posent fréquemment. Pour autant, pour revenir à mon propos liminaire, même si ce n'est pas à l'expert d'anticiper telle ou telle évolution de jurisprudentielle, cela ne l'empêche pas d'y réfléchir, ni de quantifier personnellement les scénarios. Autre grand défi que l'industrie immobilière a devant elle, la façon de produire de l'immobilier neuf ou restructuré. En cela, je veux d'une part introduire la notion d'immeuble bas carbone, dit BBC, et d'autre part la notion d'immeuble recyclable. Ces deux thématiques, issues de la prise de conscience généralisée de l'impact de la production immobilière sur l'environnement et de l'enjeu de la responsabilité sociétale des entreprises, vont dans un délai maintenant court, me semble-t-il, faire vieillir très vite les immeubles tertiaires des générations antérieures. Faire vieillir un immeuble dans les propos d'un expert veut dire faire perdre de la valeur à ces immeubles anciens. En cela, nous constatons que dans les comités exécutifs chez les institutionnels qui investissent sur le long terme, ces caractéristiques deviennent incontournables. En conclusion,
l'expert immobilier se doit d'être au cœur de ces nouveaux défis pour venir arbitrer positivement ou négativement les caractéristiques intrinsèques de chaque actif immobilier. Enfin, ma dernière question. Selon vous, quel est le profil idéal pour exercer? Quels conseils pourriez-vous donner aux futurs professionnels qui vous regardent? Il y a deux aspects à votre question. Le premier, les compétences professionnelles de l'expert. Et le deuxième aspect, bien sûr, la personnalité de l'expert. Pour le premier aspect, ceci est bien encadré par la charte de l'expertise en évaluation immobilière, notre document de référence professionnelle. Il énonce 3 voies pour devenir expert. La première, disposer d'une formation spécialisée en immobilier de niveau maîtrise, ainsi que de 3 années d'expérience continue dans un cabinet ou une société d'expertise immobilière. Deuxième voie, vous disposez d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété par une formation spécifique en immobilier. À ce moment-là, on vous demandera 2 années minimum d'expérience continue dans le métier. Et enfin, il existe une troisième voie, la voie de l'expérience professionnelle. Celle-ci se compose de 7 années d'expérience en immobilier, dont 4 précisément dans le métier de l'expertise immobilière. Sur le deuxième aspect de la question, la personnalité de l'expert, c'était une question plus délicate, et ma réponse est forcément subjective, mais je m'y risque. Je pense que tout d'abord, l'expert doit être polyvalent par nature et disposer de compétences dans les matières suivantes. Première compétence, des compétences de droit. On va traiter des droits de la propriété, des droits de la famille, des droits des contrats, des droits administratifs. Deuxième compétence, une compétence économique. Il convient d'analyser l'offre et la demande, de faire des études de marché de façon sectorielle, de beaucoup lire, de se documenter et ne pas hésiter à décrocher son téléphone ou se rendre sur place. Troisième compétence, les compétences techniques. Il faut être capable, sur un immeuble, d'apprécier ses qualités intrinsèques, à savoir sa lumière, ses prestations, son obsolescence technique des grands équipements. Il convient de disposer d'une culture architecturale minimum, apprécier les technologies embarquées dans l'immeuble, et enfin juger de la capacité de modularité des espaces proposés par l'immeuble. Enfin, quatrième grande famille de compétences, évidemment une compétence financière. Il faut être à même de comprendre, de suivre les taux de rendement attendus par les investisseurs. Il faut être capable de comprendre la structuration des primes de risque associées à chaque typologie d'actifs. Enfin, de façon plus personnelle, il convient d'être rigoureux intellectuellement pour conserver une objectivité et une déontologie sans faille. Il convient d'être curieux et être à l'écoute des analyses de chacun. Il faut savoir aussi exposer et rédiger clairement un raisonnement. Et enfin, pour conclure par un sourire, mais comme dans tous les métiers, il convient d'être passionné par la matière immobilière. Vous n'en serez que meilleur expert immobilier, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre avec un professionnel.